On bouleverse la vie de certaines personnes plus que d'autres, que ce soit émotionnellement, familialement. Et il y a d'autres choses dans la succession. Elle avait des comptes bancaires et quelques assurances-vie. La succession, en fait, aujourd'hui, on l'estime à plus d'1 million d'euros. Vous avez fait la même tête. On va nous douter. Ah oui. Oh la vache. C'est du lourd là, hein. Une personne décède sans famille, nous, notre mission, c'est de lui en retrouver une. Donc là, on apprend que sa spécialité était cuisinier. On a une photo. Il y a quelqu'un qui est décédé et à la clé, il y a des héritiers qu'on va retrouver et qui vont être bouleversés par la nouvelle qu'on va leur apporter. Je comprends rien du tout. Attendez, une succession de quoi? Eh bien, c'est la succession d'une fille que votre maman a eue avant son mariage avec votre papa. Ah, attendez, je crois que j'ai quelque chose de bien là. C'est savoir reconstituer le puzzle d'une vie. Il est parti en Indochine. Je vois la trace de l'embarquement sur un bateau en direction de Saigon. Alors, mais cet homme-là est devenu prêtre. Ah non, il est devenu moine. On bouleverse forcément la vie des gens. Pour vous, ça serait un oncle. Enfin, Je l'ai un oncle. Voilà. Bah du coup, je vais reprendre un petit café, hein, ça me... Gedailovitch. Voilà. On sait d'où on part, on sait jamais où on va arriver, et on est sûr qu'on va avoir des coups de théâtre, des revers. Vous la connaissez pas du tout? Pas du tout. Mais vous saviez qu'elle existait ou Non, même non. pas du tout? D'accord. Votre père ne vous a jamais parlé de sa fille ou de sa vie en France? Jamais. Et... Mon père n'est plus là, mais je trouve ça injuste qu'il ne nous ait rien dit avant de mourir. Chaque dossier est une histoire. Et parfois, cette histoire se mêle à la grande histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Un livret de travail, c'est incroyable. Donc là, pas de doute, elle a effectivement intégré les jeunesses hitlériennes. De la croix, de gars, de peinture par Renoir. Sans que je l'ai jamais su, j'avais un grand-oncle qui était un grand collectionneur. Adjugé 550. C'est finalement un peu gagner au loto sans avoir joué. La succession, en fait, aujourd'hui, on l'estime à plus d'1 million d'euros. Vous avez fait la même tête. Dans leur dossier, les généalogistes doivent parfois gérer des héritages incongrus. Dans l'épisode précédent, Cécilia et Jorel étaient à la recherche des héritiers de Jean-Marie dans le Lot. Notre métier, c'est savoir reconstituer le puzzle d'une vie. Et ce puzzle, par définition, il est toujours différent. L'homme vivait en ermite au milieu de la forêt de Marmignac. On commence et on sait que ça va être étonnant. Et là commence la propriété de Jean-Marie. Il laisse derrière lui des gravures et des galeries souterraines impressionnantes. On arrive à une galerie qui est à 15 mètres. C'est un peu inquiétant, hein? L'œuvre de toute une vie que les généalogistes aimeraient sauver. Je vous avoue que je suis assez déstabilisé. Ça ne doit surtout pas disparaître. Après des mois d'enquête, ils ont retrouvé plusieurs héritiers. Jorel et Cécilia vont maintenant devoir les convaincre que ce que laisse Jean-Marie est précieux. On se rend compte qu'il a 5 héritiers assez éloignés. Ce sont des héritiers au 6e degré. Et finalement, ce qui nous saisit, c'est que 4 d'entre eux vivent sur un périmètre de quelques kilomètres autour de la parcelle où vivait Jean-Marie. Les 5 cousins de Jean-Marie se partageront ces 40 000 € d'économie. Mais c'est aussi eux qui devront statuer sur l'avenir de l'œuvre inclassable du défunt. Cécilia et Jorel ont rendez-vous avec 2 d'entre eux sur la parcelle de Jean-Marie pour leur présenter cet héritage atypique. Janine, c'est ça? Vous On est 2 Janine, oui. Là, c'est le frère et la sœur. Moi, je suis l'épouse de monsieur... D'accord, Michel, parfait. c'est ça? Ah, Voilà. Michel. D'accord, Oui. très bien. Oui. Vous voulez que je vous montre l'arbre généalogique un petit peu juste avant de... bah oui. Plaisir, oui. Oui. Allez, on va faire un petit point. Ce qui est assez étonnant, c'est que les héritiers savaient qu'ils étaient de la famille de Jean-Marie,
mais ils ignoraient qu'ils étaient héritiers. Jean-Marie est là, d'accord? Il n'a jamais été reconnu par son père. Non. Donc du coup... Son père était un évêque. Et ça... Parce que sa mère était bonne chez des curés du côté de Limoges. Et ça, Jeanne, elle l'expliquait à vos parents? Non, elle l'a jamais dit, elle le cachait. Elle le cachait, le petit. Comment vous le savez? Mais parce qu'elle l'avait dit à son père. Elle l'avait dit à mon père. Ah, d'accord. Mais c'était un secret de famille. C'était un secret, Et voilà. un secret de D'accord. famille. Et lui, comment il était perçu, Jean-Marie Pour l'homme un peu dangereux, quoi, l'homme des bois. Un original, oui, en parce marge que... de la société, oui, des autres. Il était contre les femmes, surtout les femmes enceintes, les enfants en bas âge. Il fallait pas y aller. Parce que alors là, il est galopé avec une hache, il est menacé de mort. Hein. C'est dingue. Jean-Marie, dans le village, était assez craint. Il faisait peur. Ça a alimenté beaucoup de rumeurs. Et bon, les rumeurs sont devenues des légendes. Ma mission, ça va être de présenter la réalité à ses héritiers. Allez, on y va. Allez, on y va. Non, mais faites attention à vos têtes quand même. À nos têtes. Vous pouvez me dire où c'est qu'il dormait, là? Alors, Où c'est qu'il dormait? Jean-Marie dormait là. Il dormait où? Ah, sur ce matelas, là? Là, sur ce matelas. Là, sur le matelas, derrière, voilà. Oh mon Dieu. Mais c'est horrible. Attendez, monsieur. Hop. C'est horrible. Mon mari, il en avait honte de son coup. Alors, quand des fois, des gens entendent parler, mais vous êtes parents avec Jean-Marie Massou? Il dit ah non, on n'est pas parents, ça n'a rien à voir. Et même, finalement, même les enfants, nous, notre fille et notre fils, ils disaient pareil, non, on ne le connaît pas. Vous ne vouliez pas être associé à lui. Oui, parce que dans la façon qu'il vivait, Non, c'était pas normal. Voilà. Il était marginal, c'est vrai. Oui. Attention. Attention, Michel. Oula. C'est bon. C'est bon. Il va falloir que je fasse preuve de pédagogie auprès des héritiers pour leur expliquer que cette parcelle, elle a une réelle valeur culturelle et qu'il est de leur responsabilité d'assurer sa pérennité et sa mise en valeur. Mais on peut suivre ce tunnel là? Oui, et on ressort où? En fait, je crois qu'on peut pas trop sortir. J'en connais un là-bas qui doit se dire elle est folle. Attends, Joël, tu... Raoul, elle descend dans le trou. Allez-y. C'est très étroit, faites attention. Mais il avait besoin d'être mince. Allez-y, éclairez tout en haut, vous allez voir. Il y a un motif, oui, voilà. je vois. Voilà. Là, on retrouve des haches, une espèce comment il a fait pour faire ça là-haut? de tortue préhistorique. Mais je pense qu'il a d'abord gravé la pierre pour ensuite s'en servir et recouvrir cette faille. Il avait de l'idée quand même. Hein. Faites attention, Janine. C'est à voir, hein. Franchement. Hein. C'est à voir. Je comprends finalement, en descendant dans cette galerie, qu'elle est convaincue qu'il faut préserver cette parcelle intacte. Il faut le donner. Il faut que ce soit quelqu'un qui le reprenne et qui en fasse un site pour que les gens puissent venir visiter. Voilà. En fait, c'est plus que le dossier. C'est Jean-Marie qui va rester. C'est cette parcelle de terre et c'est toute son œuvre qui va rester. Pendant que certains généalogistes terminent leur enquête, à Paris, c'est une véritable chasse au trésor qui commence. Il arrive parfois que les généalogistes ne soient pas seulement en quête d'héritiers. C'est ce qui se passe pour Antoine et Emmanuel. J'ai pas lu ça, bizarrerie. Je m'appelle Antoine Jigpa, j'ai 46 ans, je suis généalogiste successoral. Actuellement, je travaille sur un dossier très particulier dans lequel on est confronté aux heures sombres de l'histoire. Ils sont à la recherche du propriétaire de ce tableau afin de le transmettre à ses héritiers. Il est estimé à quelques dizaines de milliers d'euros. Il a été vendu sous l'occupation nazie, alors les généalogistes s'interrogent sur son parcours.
On a tout de suite l'œuvre et on a également son verso. Et donc, on voit qu'il y a cette étiquette qui va vraiment m'intéresser. Vente du 24 au 28 juillet 1942, Hall du Savoie, Nice, Alpes-Maritimes. Et donc là, je pense que j'ai un fil. Et ce fil, je ne vais plus le lâcher. Et là, l'enquête a commencé et elle s'est révélée passionnante. Donc très vite, je me rends compte de la nécessité de me rendre à Nice. Avec Éléonore, spécialiste de l'art, Antoine et Emmanuel se rendent là où le tableau a été vendu en 1942, dans l'espoir d'y trouver quelques indices. C'est quand même marrant parce que moi je suis passé d'une centaine de fois ici et j'ai jamais imaginé que ça pouvait être là. Alors Emmanuel, montrez-nous la... Je pense que c'est par là. En revanche, la terrasse existe toujours. Ouais. Et ils ont conservé le nom. Hein. Bah, l'hôtel de Savoie était juste là, ouais. Nous réalisons qu'effectivement, ce n'est plus l'hôtel Savoie et que nous avons très peu de chance de trouver les archives de cet hôtel. Je me dis, il faut absolument regarder dans les bibliothèques municipales et avec un peu de chance, on pourrait trouver le catalogue de la vente. On est vraiment dans l'enquête, c'est le travail de l'historien et du détective également de rechercher toutes les informations. Après quelques déboires dans quelques bibliothèques municipales, nous arrivons à la bibliothèque Romain Gary. Et là, bonjour madame, je vous avais envoyé un petit mail concernant la vente d'un cabinet d'un amateur parisien. Là, c'est vraiment la joie de la recherche. Magnifique, magnifique. La bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas un catalogue, mais il y en a deux. Alors ça, c'est extraordinaire parce que on va essayer de le retrouver. Et voilà, voilà. Donc là, on le retrouve. Ça, c'est vraiment, voilà, le plus beau. Et tout de suite, ça prend une dimension très importante. Je suis très émue parce que c'est les petits bonheurs de la recherche. Hein. Et donc là, c'est une découverte assez incroyable parce qu'il n'y a pas un tableau, mais il y en a beaucoup plus. On peut avancer le chiffre d'environ 450 œuvres. Ici, Donc là, on se dit que là, le travail est immense, il y a une tâche très importante. Derrière chaque œuvre, chaque tableau, il y a une histoire assez singulière et assez particulière et dont qu'il faut essayer de retrouver. Une lionne de Delacroix, un portrait de Vallotton, mais aussi des Manet, des Renoir. Où sont donc passés ces tableaux? À ce stade de l'enquête, Emmanuel et Antoine ignorent toujours qui est le propriétaire, cet amateur parisien. Ils doivent à tout prix le retrouver pour rechercher ses héritiers, qui découvriront alors l'incroyable collection que leur lègue leur ancêtre. Si les chasseurs d'héritiers passent beaucoup de temps dans les archives, leur périmètre d'action est sans frontières. Dans l'épisode précédent, Julien avait découvert que Susanna, la femme dont il doit retrouver les héritiers, avait élevé sa petite nièce Jennifer comme sa propre fille. Je crois que c'était pour Messidor, c'était ma première poupée en porcelaine. Des souvenirs d'enfance qui avaient bouleversé la jeune femme. Mais Jennifer va certainement devoir partager son héritage avec une famille éloignée restée en Martinique. Est-ce que votre maman vous a parlé de famille en Martinique? Je savais qu'elle avait un frère. Aujourd'hui, c'est donc là-bas que se poursuit l'enquête de Julien. Pour l'aider, il est accompagné de Capucine, elle aussi généalogiste. En allant en Martinique, l'objectif c'est d'accomplir des recherches pour reconstituer un petit peu le fil de l'histoire de la vie de Susanna entre la Martinique et Paris. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une rupture familiale
Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et donc il va falloir fouiller un peu en Martinique pour essayer de retrouver des héritiers s'il y en a. Il faut une part d'intuition dans ce métier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans une famille. Toutes les familles ont leurs secrets. Donc a priori, la maison, elle serait quand même par là. La maison serait par là. Susanna était également propriétaire d'une maison dans les terres en Martinique, à Morne-Rouge. Et là, il y a une maison avec l'herbe qui dépasse des murs. Ouais, ça doit être celle-ci. Donc l'une des étapes essentielles du voyage en Martinique, ça va être de visiter cette maison. Alors, c'est un peu la friche. Puis alors, pour rentrer, je pense qu'on va s'amuser, là. Ah. T'as pris ton débroussailleur? Tes chaussures en dalle, on va foutu. On va essayer de... Et tu t'imagines si ça fait 3 ou 4 ans qu'elle est inhabitée? Comment on va pouvoir pénétrer dans la maison? Parce qu'apparemment, tu as des volets roulants électriques. On n'a aucune idée de où on marche. Hein. Ça va être compliqué là quand même. On va peut-être faire intervenir un huissier. Avec un serrurier. Avec un serrurier. Avant d'ouvrir la porte, on est toujours très curieux de savoir ce qu'on va trouver derrière. En Martinique, Capucine et Julien s'apprêtent à entrer dans la maison de Susanna. Maître Lucena est huissier de justice. Elle vient constater ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va être rapide. Bon, bah c'est vide. On va faire le tour des pièces. C'est complètement vide. Mais elle a été complètement vidée, cette maison. Les portes ont été enlevées aussi. On espérait quand même retrouver des éléments sur la famille de Susanna, peut-être des pièces, des photos. Pour le coup, on n'a rien de plus. Donc là, le voyage commence avec une première déception au niveau de la recherche, c'est qu'on n'a absolument aucun élément supplémentaire suite à la visite de la maison de Morne-Rouge. Écoute, on va sonner ici. Là, il y a le nœud. Ouais. Mais en même temps, je me souviens que Jennifer m'a parlé d'un frère de Susanna qui se prénommait Carmélien, mais elle ne savait pas si ce frère était encore en vie ou s'il était décédé. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. On fait des recherches dans le cadre d'une succession, à la demande d'un notaire, d'une famille qui est originaire du coin. Famille. Ouais. En fait, on recherche plus particulièrement un frère qui, lui, a vécu dans le coin et qui s'appelle Carmélien. Et son surnom, ce serait Tipapa. Tipapa. Ouais. Hein? Franchement. Non, rien du tout. Non, pas du tout. Bon, allez, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre aide. Okay. Au revoir. J'espère que vous allez faire une famille. Ouais. Oui, au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Le but. Malgré tous leurs efforts, l'enquête de Julien et Capucine est au point mort. S'ils ne retrouvent pas d'héritier, cela voudrait dire plus de commission malgré les frais engagés. Demain matin, ils devront se rendre dans le village où est née Susanna, à l'autre bout de la Martinique. C'est leur dernier espoir. Quand ils plongent dans l'intimité des familles, les généalogistes sont souvent les témoins d'histoires tragiques qu'ils viennent mettre en lumière. Je m'appelle Jorel, je suis généalogiste successoral. Je dirige le bureau de Bordeaux. Je suis amené à rechercher les héritiers d'une personne qui s'appelle Janine. C'est un dossier qui, a priori, sera très intéressant d'un point de vue financier. On va avoir besoin de procéder à des recherches assez complètes
Pour cette nouvelle enquête, Jorel fait équipe avec Cécilia. La spécialiste des dossiers complexes a fait le déplacement depuis Paris. Elle se prénomme Janine. Visiblement, cette dame, elle vivait de façon assez isolée. Elle était veuve depuis une petite année. Bon, un couple sans histoire, mais plutôt discret. Le couple aurait eu un enfant qui serait mort-né. Mais après, on n'a pas plus d'informations concernant une éventuelle famille. Pas d'autres mentions d'autres enfants? Non. D'accord. Bon, d'ores et déjà, on peut considérer qu'il s'agit d'une succession avec un actif proche du million d'euros. D'accord, donc largement bénéficiaire. Largement bénéficiaire, c'est un dossier important. On a une maison à Arcachon, dans un beau quartier, assez bourgeois. On a aussi comme information que cette dame avait des liquidités. On a un actif qui dépasse le million d'euros. Il faut, par tout moyen, retrouver des héritiers. C'est une très jolie rue, c'est une très jolie avenue. Je crois que c'est celle-ci. Oui, le quartier est plutôt sympa. C'est un peu symbolique, mais pour remonter le temps, nous allons débuter notre enquête là où tout s'est arrêté. C'est celle-là? Voilà, alors c'est cette maison. Donc on se rend au domicile de Janine, où elle est décédée, pour débuter nos investigations. Psychothérapeute du comportement, parfait. Il y a le truc qui est à peu près ouvert. Quoique les volets sont fermés, hein, Jorel. Hein. L'enquête de voisinage au début d'un dossier, c'est essentiel parce que les voisins sont tout juste à côté, ils savent beaucoup de choses sur nous et ça nous permet d'avoir des pistes. Bonjour, moi je suis Cécilia et je suis généalogiste et je travaille avec Jorel. Et je voulais savoir, est-ce que vous la connaissiez personnellement, Janine? Nous sommes arrivés il y a 10 ans. Donc, effectivement, au départ, on les a connus. Mais bon, sachant que, effectivement, on a fait des petits apéritifs. Ils sont venus même passer un réveillon avec nous une fois. C'est très triste. Hein, j'imagine. C'est une maison qui était très en mouvement. Enfin, du fait, effectivement, de leur maladie et qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient. Il y a quand même les infirmiers qui, à partir de sa maladie, l'ont suivi pendant des années, des années. Alors, peut-être qu'ils auront des informations. Avoir quelques confidences à la limite, ou des choses comme ça. Je pense qu'ils en savent certainement beaucoup plus. Enfin, il y en avait deux. Hein. Sur les indications de la voisine, Cécilia et Jorel s'apprêtent à rencontrer l'un de ces infirmiers qui pourra peut-être leur en dire plus sur la famille de Janine. En fait, je l'ai accompagné de 2013 jusqu'en 2019, jusqu'à son décès, jusqu'à la veille de son décès, j'étais là. On s'est occupé de Marcel aussi, du temps où il était encore là. Donc son époux qui est prédécédé. Son époux qui est décédé un an avant, en fait. Voilà. On pensait que c'était peut-être plus Janine qui allait partir la première, et en fait, un peu contre toute attente, c'est Marcel qui est parti le premier. Voilà. Ils n'ont pas eu d'enfant. Ah. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Parce que nous, on a récupéré le livret de famille et on s'est aperçu qu'ils avaient eu un enfant mort-né. Voilà, ouais. En fait, ils ont eu... Janine est tombée enceinte et au moment de l'accouchement, en fait, ça s'est très très mal passé. L'enfant est mort-né et elle, ça a été un vrai traumatisme, autant physique, parce que c'était des douleurs incroyables, et autant psychologique. Et du coup, après, elle n'a plus jamais voulu entendre parler d'un enfant. Je pense qu'elle était fille unique. Et il me semble qu'elle avait des cousins germains, mais qui sont décédés âgés et vieux garçons. Ils ne se sont jamais dit qu'est-ce qu'il va se passer de cette maison quand on va décéder. Enfin, c'était pas un sujet. C'était pas un sujet. Marcel me disait après nous le déluge, donc c'était pas leur problème. Ah ouais, effectivement. Ouais. Oui, parce que tout le monde pensait que Janine allait partir avant son époux, Marcel. Et donc en fait, ils n'ont pas du tout pris de dispositions testamentaires, ils n'ont pas fait de testament, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'allait devenir leur patrimoine après leur décès. C'est un sujet qui est souvent tabou pour beaucoup de monde et je comprends qu'ils ne préparent pas leur mort, c'est souvent pour ça qu'on existe. C'est souvent dans ce genre de dossier qu'on est appelé à intervenir. Avec plus d'1 million d'euros, l'héritage de Janine est conséquent. Comme pour tous leurs dossiers, les généalogistes se rémunèrent en prélevant une part sur l'héritage du défunt.
mais à la stricte condition de retrouver au moins un héritier vivant. Au même moment, d'autres chercheurs d'héritiers s'apprêtent à remonter le temps pour retrouver le bénéficiaire inconnu d'une nouvelle succession. À Paris, les généalogistes du cabinet ADD travaillent sur un dossier hors du commun. Il y a des histoires qui touchent beaucoup plus que d'autres. Parfois, on est très touché par les drames, en fait, par lesquels les gens ont pu passer et par l'émotion qui s'en dégage. Ils sont toujours à la recherche de ce grand collectionneur de tableaux, dont les œuvres ont été vendues pendant l'occupation nazie. Emmanuel et Antoine doivent à tout prix retrouver son nom pour rechercher ensuite ses descendants, qui hériteront alors de cette incroyable collection. C'est aux Archives nationales de Pierrefitte qu'ils espèrent retrouver sa trace. Donc, si on prend ce dossier, c'est ça que je vais vous montrer, particulièrement important. Oui. Ce qui m'avait interpellée, c'est la vente d'une collection ou d'un cabinet d'un amateur parisien, mais je ne savais pas véritablement qui était cet amateur parisien. Et là, je suis allée voir le procès-verbal, et dans le procès-verbal, j'ai appris que l'amateur parisien était en fait un certain Lévi d'Orville, et on voit bien que d'Orville est bien mentionné comme juif. Ouais, c'est très émouvant de voir ça. Tout à fait. En découvrant qu'Armand d'Orville était juif, Emmanuel et Antoine ont maintenant la certitude que les tableaux de ce collectionneur ont été spoliés par les nazis. En 1940, la France capitule face à l'Allemagne. Français, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Pendant toute l'occupation, les biens appartenant aux Juifs sont automatiquement confisqués. Des milliers d'œuvres d'art spoliées sont ainsi vendues aux enchères. Pour remettre la main sur les tableaux d'Armand d'Orville, les généalogistes doivent maintenant retrouver ses héritiers. Je ne mesure pas à quel point c'est un dossier complexe en termes de généalogie. 43, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ce document nous donne des indications très précieuses. Ça nous permet de reconstituer l'histoire de la famille. On a commencé par vérifier si le défunt, Armand d'Orville, avait des enfants. On sait que c'est pas le cas. Voilà. On sait que déjà que Armand d'Orville avait 2 sœurs et un frère. Alors, vous avez ici Jeanne. Ensuite, vous avez Charles, qui n'a pas eu de descendance, et Valentine Zélie. On dit ici qu'elle est morte pour la France à Auschwitz le 13 octobre 1944. On ne peut pas faire ces recherches sans avoir ça en tête, en fait. La trace de la déportation. Le drame plane au-dessus du dossier. Mais l'une des sœurs d'Armand, Jeanne, a elle échappé à la déportation. Une fois qu'on a compris que Jeanne avait survécu, n'avait pas été déportée, c'est là qu'on comprend qu'on va peut-être pouvoir retrouver des héritiers vivants. Finalement, Jeanne a eu une fille, et même une petite fille, Francine, qui serait encore en vie. Antoine et Emmanuel vont enfin la rencontrer. Elle ne se doute pas de l'incroyable héritage que lui lègue son grand-oncle. Dans un dossier comme ça, c'est très rassurant de retrouver un héritier vivant. Mais contrairement à d'autres dossiers, c'est encore le tout début de l'histoire. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. Bonjour Francine. C'est toujours un moment de joie quand s'organise le rendez-vous avec un membre de la famille. C'est toujours très touchant parce qu'en fait, généralement, les familles ignorent ce qui s'est passé
Vous voyez ici quand même 4 peintures par Bonnard, Delacroix, Degas, 6 peintures par Fantin-Latour, Vallotton, 2 peintures par Renoir. C'est assez impressionnant. C'est des grands noms de la peinture. Oui. Ben, je suis sidérée. Je suis sidérée de voir à quel point il était collectionneur. Hein, et le nom des peintres qui figurent dans ce catalogue. Des noms pareils, ça veut dire que probablement c'était pas n'importe qui. C'est assez émouvant de se dire que, sans que je l'ai jamais su, j'avais un grand-oncle qui, semble-t-il, était un grand collectionneur et que j'ai ignoré tout ça. Il n'est pas question une seconde de construire des châteaux en Espagne. Le côté valeur n'existe pas. Ça appartenait à Armand d'Orville, c'était la collection d'Armand d'Orville. Il faut les retrouver. Retrouver les tableaux d'Armand d'Orville, c'est maintenant l'obsession d'Emmanuel et Antoine. Mais dans cette quête pour rendre à Francine son héritage, la route s'annonce longue et semée d'embûches. Chaque dossier de succession raconte une histoire particulière. Et les enquêtes des chercheurs d'héritiers viennent parfois dessiner des arbres généalogiques bien plus grands qu'ils n'y paraissaient. En Martinique, les généalogistes sont toujours à la recherche des héritiers de Susanna, cette Parisienne qui laisse un héritage d'environ 500 000 €. Quand on voyage loin, comme en Martinique, c'est toujours un peu plus stressant parce qu'on engage des frais et donc on a toujours le souci de ne pas partir pour rien et de retrouver sur place des héritiers. Après plusieurs échecs, la seule piste qu'il leur reste, c'est d'aller dans le village où est née Susanna, tout au nord de l'île. La prochaine étape, c'est de rechercher au cimetière si peut-être d'autres personnes qui ont le même nom qu'elle sont enterrées là et qui pourraient nous donner des indications sur la famille. Il est grand ce cimetière. Je crois qu'on peut passer par là. Ça arrive souvent de commencer les recherches dans un cimetière. Pruster, Marie-Georges. Ça peut nous apporter beaucoup de choses en un temps assez court. Rien de mon côté pour l'instant. Ils espèrent surtout trouver la trace du frère de Susanna, Carmélien. Ah tiens, Capucine. Ouais. Là, j'ai un Carmélien. Mais alors, est-ce que c'est le bon? Ah oui, Carmélien. Elle est toute petite. Je suis assez pessimiste, en fait. Hein. C'est vrai qu'une tombe qui n'est pas du tout entretenue, ça n'encourage pas l'idée qu'il aurait eu des enfants ou... Qui viennent l'entretenir? Ou en tout cas des gens qui viennent l'entretenir. Comme on n'a pas beaucoup d'éléments sur la tombe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la mairie du village pour essayer de trouver une trace de ce Carmélien, de sa vie, de plus d'éléments qui nous permettraient d'avancer dans notre enquête. Voilà, on est dans les locaux des archives. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. de votre présence. Voilà. Donc voilà, là on a Susanna, qui était donc la personne qui est décédée. Et d'après les informations qu'on a eues sur la famille, elle a eu un frère qu'on a retrouvé au cimetière, qui s'appelait Carmélien et qui lui est décédé en 2013. Donc il va s'agir de voir son acte de naissance, voir s'il était marié, et puis éventuellement s'il a eu des enfants qu'on pourrait rencontrer. Voilà. Super. 1934. Merci beaucoup. Ouais, le voilà. Voilà la naissance de Carmélien. Carmélien. Il n'y a pas de mention de mariage. C'est pas très bon signe sur l'existence d'enfants. Néanmoins, l'une des particularités des recherches aux Antilles, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants naturels, c'est-à-dire d'enfants qui naissent hors mariage. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on relève toutes les naissances au même patronyme que celui de Carmélien, à partir des années 60. Donc c'est très long, c'est très fastidieux. Alors là, c'est pas la bonne filiation. J'en ai trouvé un qui, a priori, correspondrait. C'est pas la même famille. Ouais. Ah. Là, on en a une autre.
Ah, très bien. C'est Charles Gracian. Alors, il est né le 4 novembre 1967 au Lorrain. Ah, Julien. Fernande Cervez. Donc, elle est bien fille de Carmélien. Ok, je la note tout de suite. Ouais, note-la. Donc, c'est une nièce. Donc, ça veut dire qu'on a retrouvé un héritier en vie. Oh, ouais. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. A priori. Donc, notre route continue. Ouais. En sortant de la mairie, on est plutôt content parce qu'on a retrouvé 2 héritiers, un neveu et une nièce, des enfants de Carmélien. Mais on ne sait pas encore s'ils sont toujours en vie, s'ils sont décédés, et s'ils habitent en Martinique ou s'ils sont ailleurs. Capucine et Julien vont maintenant devoir les contacter, en espérant qu'ils vivent toujours sur l'île. Parmi les dossiers que traitent les généalogistes, tous les défunts ne laissent pas forcément un héritage très important. Mais il arrive que certaines successions changent la vie des gens. Cécilia doit remonter dans la généalogie de Janine, cette défunte originaire d'Arcachon, dont l'héritage dépasse le 1 million d'euros. Elle espère lui retrouver de la famille, même très éloignée. Car en l'absence d'héritier, la généalogiste ne perçoit aucune rémunération. La succession est déclarée vacante et l'héritage tombe alors dans les caisses de l'État. Suite à mes recherches, je me rends compte que la ligne paternelle est éteinte. Donc ça veut dire que j'ai 50% de chances en moins de retrouver des héritiers. C'est énorme. Et j'ai de la chance, je retrouve une cousine, une 5e degré, donc assez éloignée, dans la famille de la mère, Annie, unique héritière, qui habite dans le nord de la France, à côté de Château-Thierry. Dans ce dossier, ce dont j'ai hâte, c'est de dire à Annie qu'elle est unique héritière dans un dossier à plus d'1 million d'euros. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Dans l'Aisne, Cécilia est sur le point de rencontrer les héritiers de Janine. Elle va leur annoncer un héritage à plus d'1 million d'euros. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez fait bonne route? Oui, ça va et vous? Allez-y, rentrez, madame. Merci. Je vous ai ramené des croissants. Ah, c'est gentil, c'est sympa. De Paris. Des fois d'avoir le beau temps, nous avons les croissants du matin. C'est super. Je rencontre Annie et Jean-Jacques, son demi-frère, qui n'est pas héritier dans la succession. En fait, Jean-Jacques s'occupe de sa demi-sœur, qui est handicapée. Jean-Jacques, Annie, Annie et Jean-Jacques ont des revenus très modestes et vivent dans des conditions compliquées aujourd'hui. Donc, je pense que cette succession peut les aider. Donc, il y a un notaire qui a été saisi suite au décès de Janine, qui nous a demandé de rechercher les héritiers. D'accord, ok. Et on a retrouvé Annie, vous deux. Vous l'avez connue ou pas du tout? Non. Non. Non, jamais. Parce que officiellement, on a toujours entendu parler de la tante, mais c'était pour mon père tabou. Ben oui. C'était un dossier, je dirais, pour lui, c'est des broutilles et des rancœurs jusqu'à la fin de sa vie. Et il dit, moi la tante, je ne veux plus entendre parler. Je me permets de vous montrer les photos que nous avons retrouvées, enfin, de ce qui subsiste. Quelques photos. Quelques photos qui subsistent. Alors ça, c'est mon grand-père. La communion. Jean-Jacques me montre des photos qui sont très importantes pour lui, évidemment. Ce sont des photos, en fait, de Janine, donc notre défunte, avec le père de Annie, donc le père de notre héritière. Donc ça veut dire qu'ils étaient en contact. Mais c'est, pour nous, un trésor de vie. Eh bien, en parlant de trésor, Janine était mariée à Marcel. Et ils sont décédés, elle est décédée à Arcachon, dans sa maison. Donc elle était propriétaire d'une maison à Arcachon. L'inventaire n'a pas encore été fait. Ah oui. C'est
c'est pas ici que cuisine incorporée et tout ça. Alors, elle est bien. Juste, elle est magnifique. Ouais, en fin de compte, elle a eu une belle vue, en fin de compte. Il y a un palmier. Non, je rêve. C'est un palmier. Il y a un palmier. Sérieux. J'hallucine. C'est rare de trouver un palmier du côté d'Arcachon. On bouleverse la vie de certaines personnes plus que d'autres, que ce soit émotionnellement, familialement. Et il y a d'autres choses dans la succession. Elle avait des comptes bancaires et quelques assurances-vie. La succession, en fait, aujourd'hui, on l'estime à plus d'1 million d'euros. Vous avez fait la même tête. On va nous douter. Ouais, c'est pas mal. On pourra se payer un paquet de carambars. Là, je suis quand même stupéfaite. Quand même, je ne m'attendais pas à une telle somme. Ouais. On vit simplement, d'un seul coup, on se retrouve avec ça. Bon, d'accord, ok, faut qu'on atterrisse ça. Quand j'annonce la somme de plus d'1 million d'euros, je pense qu'en fait, ils ne réalisent pas. Je pense que c'est un peu de la science-fiction pour eux, là. Parce que c'est finalement un peu gagner au loto sans avoir joué, en fait, hein. On va pas se prendre la grosse tête. Il y a qu'on va vivre une petite vie tranquille nanar, de vieux, si je peux me permettre de dire. On va se faire un petit superflu. C'est quoi? Bah, se payer une machine à café, s'acheter une pierre à un truc comme ça, mais on va rester simple. Vous savez, j'arrive à un âge, j'ai 52 ans. Bon, j'aspire à la simplicité, à la tranquillité. Annie Jean-Jacques, je vais faire l'inventaire de Arcachon dans très peu de temps. Je vous tiens au courant et je reviendrai vous voir pour vous donner les photos, tout ce que je trouve qui est intéressant. D'accord, ok, on se tient au courant. Merci, au revoir Annie. Pour Annie et son frère Jean-Jacques, au revoir Jean-Jacques. Au revoir. L'annonce de cet héritage est providentielle. Et l'inventaire de la maison de Janine leur réserve encore d'autres émotions fortes. Lorsqu'il s'agit de travailler pour une grande cause, les généalogistes n'ont pas de limite. Surtout lorsqu'ils peuvent réparer un épisode tragique de la grande histoire. Dans la succession d'Armand d'Orville, ce collectionneur juif dont les tableaux ont été spoliés par les nazis, les 10 héritiers ont été retrouvés. Emmanuel et Antoine doivent maintenant localiser les œuvres de cette exceptionnelle collection. Elles peuvent être partout dans le monde, chez des particuliers mais aussi dans des musées. Un travail de fourmi dans lequel ils viennent peut-être de faire une découverte surprenante. On s'aperçoit qu'un commissaire-priseur à Nice met en vente un tableau appartenant à la collection d'Orville. On fait stopper la vente, on prend un billet d'avion, on va à Nice pour expliquer au commissaire-priseur pourquoi on intervient. Bonjour maître. Merci de nous accueillir. Bon, on est très heureux de pouvoir la découvrir. Je peux me permettre de l'attraper? Bien sûr. Ah, mais elle est vraiment très très belle. Moi je trouve vraiment... Alors ce qui est très important pour nous, oui, c'est ce qu'il y a au dos, et c'est ce qu'on va découvrir. C'est l'étiquette de la vente. Voilà. Ouais. Je comprends que l'œuvre est restée dans la même famille depuis l'achat de juin 1942. Elle est passée, j'ai envie de dire, des mains d'Armand Isaac d'Orville à cette famille et elle pourrait revenir aux héritiers d'Armand d'Orville. Donc en fait, on a fait du rangement en faisant finalement un inventaire il y a un mois à peu près, ou un mois et demi. On est tombé dessus. C'est un coup de chance, absolument. C'est effectivement un coup de chance. C'est symbolique à chaque fois, c'est des petites victoires et puis ça nous étaye un peu et surtout ça nous donne voilà, envie de continuer et d'aller plus loin. Et puis on se dit peut-être que voilà, ce qu'on fait, c'est pas inutile, peut-être que ça participe d'une quelconque réparation. C'est vraiment formidable. Merci à vous.
Vous allumez votre téléphone avec émotion, Emmanuel. J'arrive même pas là. Antoine, je vais vous demander juste si vous voulez bien, puis après je vous passe tout de suite le... Voilà, si vous voulez bien prendre en photo. Ah bah bien sûr. Voilà. Fantastique. Et Antoine. Oh, voilà, si, bah non, c'est des souvenirs. Les propriétaires actuels du tableau ont accepté de le restituer aux héritiers d'Armand d'Orville. Les négociations sont souvent plus simples lorsqu'il s'agit de particuliers. Mais certains tableaux de la collection sont actuellement conservés dans des musées prestigieux. En 1942, lors de la vente à Nice, parmi la clientèle, on voit des représentants des musées nationaux. Une douzaine d'œuvres sont consignées au musée du Louvre depuis cette vente. Ces tableaux sont classés comme faisant partie du patrimoine français. Les négociations pour les récupérer sont donc bien plus ardues. Mais depuis quelques mois, Emmanuel travaille avec le musée du Louvre dans l'espoir que ces œuvres soient un jour restituées aux héritiers. Bonjour Négine. Négine Mathieu est en charge de l'histoire de tous les tableaux du musée. Les legs, les dons. Donc c'est cette œuvre dont je te parlais. Alors on voit bien un legs Armand d'Orville, 1942. Avant de mourir, Armand d'Orville avait légué des œuvres au musée du Louvre. Ces tableaux-là sont exposés. Mais ceux que le musée a achetés en 1942, Emmanuel ne va pas pouvoir les admirer. Ils sont conservés dans des réserves. Et c'est ici qu'on retrouve... Ah oui, deuxième legs d'Armand d'Orville. Ouais. Il y a beaucoup d'œuvres de cette période-là qui ont été dans sa vente. Vente dans laquelle le musée du Louvre a aussi acquis une dizaine d'œuvres. On compte environ 4 Henri Monnier, on compte quelques 5 Constantin Guise, un Jean-Louis Forain, et puis ce destin des œuvres qui est tout à fait particulier et que je questionne actuellement. Après, c'est vrai que le travail sur ces ventes-là, c'est une prise de conscience plus récente. Et se réinterroger sur toutes les œuvres qui ont été acquises par le musée pendant la guerre, ça c'est un travail nouveau parce qu'il y a des zones noires, il y a des zones blanches, mais il y a vraiment beaucoup de zones grises aussi. En tout cas, c'est un travail titanesque parce que la période est complexe. C'est vraiment un écheveau entier qu'il faut reprendre et démêler. Les grands musées comme le Louvre restent très prudents lorsqu'il s'agit d'œuvres spoliées par les nazis. Restituées ou non, la France est encore assez frileuse sur la question. Mais les généalogistes vont bientôt découvrir que d'autres pays sont prêts à faire bien plus pour les héritiers d'Armand d'Orville. La généalogie révèle parfois l'existence d'une famille, là où personne ne l'aurait soupçonné. C'est le cas du dossier sur lequel travaillent Julien et Capucine. En Martinique, leur enquête est sur le point d'aboutir. Ils ont retrouvé 3 neveux et nièces de Susanna. Tous vivent encore sur l'île et ils ne savent rien de cette tante dont ils héritent. Il y a toujours un petit peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas exactement comment va réagir la personne, on ne sait pas exactement quelles questions elle va nous poser, ce qu'elle va nous raconter aussi sur la famille, pourquoi cette rupture, pourquoi cette absence de contact. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Bonjour. Vous êtes madame? Ah, enchanté, Julien Altenburger. Je suis le généalogiste et voici ma collègue Capucine de Quillac. J'imagine que vous êtes Rudy, c'est ça? Okay. Enchanté. On vous a ramené quelques documents, voilà, déjà sur la famille. On va parler un petit peu, je sais pas. En fait, vous la connaissiez Non, pas du tout. D'accord. Vous la connaissez pas du tout? Pas du tout. Mais vous saviez qu'elle existait ou même pas du tout? D'accord. Ah oui. On ne sait rien d'elle. D'accord. Parce que c'est une des sœurs de votre papa. Et il ne vous a jamais parlé Il ne savait pas non plus. De sa sœur? Non, non. Ah. Non, on n'a jamais su qu'on avait une tante. Susanna, on n'a jamais connu Susanna. Ouais. Je suis assez surpris de constater
qu'elle n'a absolument aucune idée de qui pouvait être cette fameuse Susanna, qui était donc une sœur de son papa. Pourtant, elle me dit qu'elle discutait avec son père, et j'ai l'impression que là, il y a un verrou, il y a un blocage quelque part, et j'arrive pas à savoir d'où vient cette difficulté. Jusqu'au moment où, au détour de la conversation, je lui parle du surnom qu'avait Susanna, qui était Tante Lise. Est-ce que vous connaissiez pas une Tante Lise? Oui, elle est décédée. Mais en fait, c'est elle, Susanna. C'est Tante Lise. Elle était en Martinique avant. Elle a grandi en Martinique. Ensuite, elle est partie en métropole. Elle a fait sa vie en métropole. Et après, à la fin de sa vie, elle est revenue en Martinique. En fait, Susanna, c'est Tante Lise. Donc, vous l'avez connue un petit peu. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mais à partir de 15-16 ans, c'est fini. J'ai pas eu de contact du tout. Hein. Alors pour Fernande, c'est une grande surprise parce qu'elle ne pensait absolument pas hériter de Tante Lise. Elle pensait n'avoir aucun droit dans sa succession. On vous a ramené quelques petites photos de Tante Lise. De Susanna. C'est Jennifer qui nous en a donné quelques-unes. C'est qu'en fait, la Tante Lise, elle a élevé Jennifer comme sa fille. Et Jennifer même l'appelait maman. Regarde cette photo-là. Jennifer, j'aurais bien aimé avoir le contact avec Jennifer. Là, vous voyez la suite de cette génération-là, ce serait mieux. Par rapport à la génération d'avant. On n'a pas su, hein. Ça a été une vraie révélation pour Fernande, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait tout un pan de sa famille dont elle ignorait tout et qu'elle a envie maintenant de découvrir. De retour en métropole, Julien a donné rendez-vous à Jennifer. Il veut tenter de réunifier cette famille. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Séparée par la distance et les années. Donc on a rencontré votre cousine Fernande et votre petit cousin Rudy. Et donc ils ont voulu enregistrer un petit message à votre attention et je vous propose du coup de le regarder. D'accord. Vous mettrez un visage déjà sur eux Oui, déjà. Et puis vous verrez que c'est plutôt sympathique. Coucou Jennifer, c'est Fernande, la fille de petit papa arménien. On n'a pas eu l'occasion d'avoir de contact du tout. Tu seras la bienvenue parmi nous, je t'attends. Pour profiter des bons moments avec nous, tant d'années passées sans toi, ce sera formidable. Ça fait trop longtemps. Je vous sens ému quand même, hein. Vous me dites que ça se voit pas trop. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. C'est des personnes que je connais pas, je sais que ça fait font partie de la famille. Et... Après, voilà, j'aurai l'occasion d'aller aux Antilles. J'irai faire un coucou. Ouais, ce sera avec plaisir. Peut-être que les prochaines vacances, on pourra voyager tranquillement. J'irai les voir. À partir du moment où on travaille sur une matière aussi difficile et aussi sensible que la famille, on ne peut pas rester complètement indifférent à l'histoire des gens. Et si on peut permettre à des membres d'une même famille qui ne se connaissent pas de faire connaissance, je pense que c'est de notre devoir de les aider et de les y accompagner. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans le prochain épisode, Antoine et Emmanuel vont peut-être obtenir ce pourquoi ils se battent depuis si longtemps. Francine, à vous l'honneur. Merci à vous. C'est à Berlin que l'histoire d'Armand d'Orville va connaître un rebondissement inattendu. Justice et réparation, voilà tout ce que vous nous rendez. Merci. Dans la région d'Arcachon, la suite de l'enquête de Cécilia et Jorel s'annonce riche en émotions. Ah, attendez, je crois que j'ai quelque chose de bien là. Jean-Jacques et Annie vont découvrir qu'en plus du million laissé par leur cousine Janine... Eh ben, c'est papa, c'est papa. C'est fou, non? Ouais, pourquoi pas. Ils héritent aussi de précieux souvenirs de famille. Merci, maître. Donc c'est un vase. Mig, japonais. Non, basque. J'hallucine. Enfin, Alexandre et Nuno vont partir à la recherche des héritiers de Claire. Je pense que c'était un mystère pour sa fille, donc ça peut n'être qu'un mystère pour nous aussi. Une enquête pleine d'intrigues qui va les mener jusqu'en Espagne.
Je veux juste vous demander si vous savez combien ils avaient d'enfants. 3 enfants. Où ils vont découvrir un très lourd secret de famille. Quand on vous annonce que vous avez une sœur que vous ne connaissez pas, et qu'en plus on vous dit qu'elle est morte, et que jamais je ne pourrai la connaître, ça me remplit de tristesse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Héritiers inconnus.